Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, c'est David pour Ordi Répar. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir un logiciel de prise de contrôle à distance, gratuit, open source et multiplateforme qui s'appelle DW Service. Lorsqu'on fait du dépannage ou de la maintenance, eh bien, arrive un moment où on a besoin de se connecter à distance à un appareil, à un ordinateur, pour en prendre le contrôle, pour pouvoir le personnaliser, le configurer ou même le dépanner. Et c'est là que des logiciels de prise de contrôle à distance interviennent. Vous connaissez probablement les plus connus, notamment TeamViewer, AnyDesk, LogMeIn ou peut-être même Supremo et encore d'autres. Tous ces logiciels-là font très bien le travail. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait besoin ici d'un autre logiciel comme DW Service? Eh bien, DW Service va apporter quelque chose de différent par rapport à tous ces autres logiciels, c'est la gratuité et le côté open source. En effet, TeamViewer, AnyDesk ou LogMeIn fonctionnent parfaitement bien, vous pouvez même les utiliser gratuitement si vous faites un usage non commercial. En revanche, si vous êtes une entreprise, il va falloir acheter une licence. Et ces licences peuvent parfois s'avérer coûteuses. Ici, on va pas avoir ce genre de problème avec DW Service. Et même si vous faites un usage personnel avec TeamViewer par exemple, ou avec AnyDesk, eh bien ces logiciels-là n'ont pas vraiment de moyens de savoir si vous êtes de bonne foi. Ils ont quelques petites choses qu'ils peuvent faire pour tenter de détecter un usage commercial et tenter de vous empêcher de finalement ne pas respecter les règles et de ne pas payer si vous êtes une entreprise. Comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre? Eh bien, si vous vous connectez trop souvent et trop longtemps sur la même machine ou sur plusieurs machines finalement, et si vous faites un usage qui est un petit peu intensif de ces logiciels, eh bien ils vont avoir tendance à suspecter un usage commercial et donc ils vont vous mettre un encart en général pour vous dire qu'ils suspectent cet usage commercial et ils vont vous demander d'acheter une licence. Par ailleurs, ce petit message va s'accompagner souvent d'une restriction du logiciel. Par exemple, vous allez pouvoir vous connecter pendant 5 minutes et au bout de 5 minutes, la session va être fermée. Donc ça va forcément devenir problématique. Ici, avec DW Service, eh bien, vous n'allez pas rencontrer ce genre de difficulté, puisque de base, il est gratuit. Il est open source, ce qui en plus ne gâche rien. Il va être multiplateforme, il fonctionne donc sur Windows, sur Mac et sur Linux. Donc finalement, c'est un outil qui va être très intéressant à avoir dans son arsenal. Ici, je vais vous faire la démonstration sur Windows et sur Linux. Je n'ai malheureusement pas de Mac à ma disposition pour vous faire la démonstration, mais je l'utilise à titre personnel comme à titre professionnel depuis maintenant plusieurs années, et il fonctionne très très bien, même sur Mac. Alors sur Mac, il y aura juste un petit réglage qu'il faut faire pour donner les autorisations nécessaires à ce que le logiciel fasse la capture d'écran, mais ici, je ne vais pas pouvoir vous les montrer, j'essaierai de vous mettre dans la description de la vidéo le lien vers la page qui explique la procédure si vous aviez besoin de le faire sur Mac. Très bien, ce préambule étant fait, eh bien je vous propose de passer sur l'écran et de voir de quoi il s'agit. Alors ici, je suis sur deux machines virtuelles, une sur Linux et une sur Windows, et on va faire l'utilisation de ce logiciel sur les deux plateformes. Ici, je vais commencer avec Windows, je vais me mettre ici en plein écran, voilà, enfin un peu plus grand en tout cas, et je vais commencer par télécharger le logiciel qui va bien. Alors je vais ouvrir ici mon navigateur internet et je vais me rendre dans la barre d'adresse, et dans cette barre d'adresse, je vais taper dwservice.net. Donc je tape ici dwservice.net et je valide. Et je suis redirigé donc sur la page d'accueil de DW Service. Alors sur cette page, on me dit accéder à distance à vos appareils à partir d'un navigateur web simple, gratuit, open source. Très bien. Donc moi ici, je peux télécharger pour Windows l'application et j'ai un autre espace ici où je vais pouvoir saisir un identifiant. Ici, on va partir du principe que je suis sur la machine de la personne qui a besoin d'aide. Donc la personne qui a besoin d'aide, eh bien, va venir cliquer sur ce bouton télécharger. Il y a ce petit encart qui apparaît, il faudra simplement ici cocher « J'ai lu la politique de confidentialité », donc je vous invite à lire si vous voulez évidemment voir comment tout ça fonctionne. Je vais donc ici simplement aller droit au but, je vais cliquer sur « Télécharger » et donc le logiciel se télécharge ici. C'est assez rapide, c'est un logiciel assez léger et une fois qu'il sera téléchargé, eh bien, je vais pouvoir le retrouver dans les téléchargements. Alors je l'avais déjà téléchargé précédemment parce que j'avais eu besoin de faire des tests. Donc ici, DW Agent, c'est le nom du programme qui s'est téléchargé. Je vais pouvoir le retrouver, bien entendu. Alors je vais fermer pour l'instant, ou en tout cas je vais réduire cette page. Je vais le retrouver dans mon explorateur de fichiers, dans le dossier téléchargement. Voilà, il est là, DW Agent. Et donc, la personne que je vais aider, eh bien, je vais lui demander donc de télécharger le logiciel, je vais lui demander de venir lancer ce logiciel. Ici, il y a un premier écran qui apparaît avec la licence du logiciel, c'est un logiciel libre, gratuit et open source. Donc il y a tout un tas d'explications ici qu'on pourrait lire évidemment.
Mais pour aider la personne, je vais lui demander simplement de choisir entre installer, exécuter ou je refuse. Et pour ce premier usage, eh bien, je vais proposer qu'on aille sur exécuter seulement. On verra plus tard qu'on peut installer le logiciel et qu'il y a une façon de le faire. Donc ici, je vais simplement choisir exécuter, je vais cliquer sur suivant. Je vais accepter bien sûr l'installation du logiciel. Alors ce n'est pas une vraie installation, c'est simplement pour que le logiciel ait les droits sur cette machine. Et j'ai maintenant cet écran qui apparaît. On me dit que la session est active, on me donne un numéro d'utilisateur et un mot de passe. Et j'ai ici l'information qui me dit que je n'ai pas autorisé l'accès sans surveillance. Ce qui veut dire que je ne peux pas me connecter sans l'accord de la personne ici qui est en train de visualiser cet écran. Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur un autre ordinateur, donc je vais venir pousser cet écran dans un premier temps, et je vous propose d'aller nous mettre sur un deuxième ordinateur. Ici je suis sur Linux, mais je pourrais tout à fait être sur Windows, sur Mac, ça n'a pas vraiment d'importance, parce que ce que je voudrais, c'est pouvoir me connecter à distance à l'appareil sur Windows. Ici ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon navigateur internet, et je vais me rendre à la même adresse, donc service.net. Donc je valide ici cette adresse, donc juste pour vous montrer que c'est vraiment la même page, je vais agrandir ici la fenêtre, vous voyez que c'est vraiment la même page d'accueil, à une petite différence près, c'est que ici, on a détecté que j'étais sur Linux, et donc on va me proposer de télécharger le logiciel pour Linux. Je ne vais pas le faire tout de suite, je vais d'abord me connecter à distance à Windows, et donc je vais simplement ici, hop, me remettre sur l'autre moitié de l'écran, voilà. Donc pour accéder à distance, eh bien je vais cliquer sur identifiant, et sur identifiant, on va me demander de taper le numéro d'utilisateur. Ce numéro d'utilisateur, c'est le numéro qui apparaît ici. Donc la personne que je suis en train d'aider va me dicter ce numéro, et je vais pouvoir le taper ici. Alors, à noter que je n'ai pas besoin des tirets, je pourrais écrire directement les chiffres sans les tirets. Donc là, je vais taper exactement le code qui est marqué de l'autre côté. Ce numéro d'utilisateur, lui, ne va pas forcément changer à chaque fois que je vais relancer le logiciel. En revanche, le mot de passe, lui, sera différent à chaque fois, ce qui fait que je ne pourrai pas me reconnecter à l'insu de la personne si elle ne me redonne pas son nouveau mot de passe. Donc c'est exactement comme TeamViewer, en fait, ou comme les autres. Alors ici, utilisateur, je clique sur suivant. On va me demander le mot de passe, donc là je vais demander à la personne de me donner ce mot de passe là, donc je vais retaper ici, donc hop, ce mot de passe, et je coche la case pour dire que j'ai lu la politique de confidentialité. Je clique sur suivant. Ici, je ne vais pas enregistrer le mot de passe, j'ai un message qui dit que un utilisateur, alors inconnu parce que je ne suis pas identifié ici, tente de se connecter. Ici je peux accepter ou refuser, je vais dire j'accepte. Voilà. Et maintenant, de l'autre côté, j'ai l'écran qui me donne accès aux différentes commandes. Alors, avant de commencer à piloter quoi que ce soit, notez que sur la machine de la personne que je suis en train d'aider, il y a ici cette petite roue crantée qui apparaît pour lui dire que quelqu'un s'est connecté à son ordinateur. Donc là, j'ai bien l'indication que je suis en train de prendre la main sur la machine. Pour l'instant, je ne prends pas la main sur l'écran directement. Si je voulais piloter l'écran, eh bien j'ai ici l'option écran. Si je clique ici sur écran, je laisse simplement le chargement se faire, et à partir de là, je vais avoir accès à l'écran de l'autre machine. Donc ça va prendre quelques instants, ça peut être un petit peu long ici, puisque je suis sur des machines virtuelles et que ce n'est pas forcément la performance optimale, et vous voyez que j'ai maintenant la possibilité de piloter l'écran de la machine qui est à côté. Donc je peux déplacer les fenêtres, cliquer partout, cliquer avec le bouton droit, accéder au menu, et faire toutes ces choses-là. Donc là maintenant, je peux piloter l'ordinateur à distance. Alors évidemment, je vais me mettre ici en plein écran parce que ça sera plus pratique comme ça. Et je vais également, sur la machine Windows, mettre un affichage en plein écran qui va être plus confortable également. Donc je vais revenir sur la machine Linux, voilà. Je vois bien sûr la machine distante. Alors je peux rester comme ça dans cet affichage qui est dans mon navigateur, ou décider de passer en mode plein écran. Si je passe en mode plein écran, eh bien c'est un peu plus confortable, je vois un peu mieux ce qui se passe sur l'écran. Donc je peux, comme tout à l'heure, manipuler complètement la machine, comme si c'était la mienne. Je suis ici à distance en train de prendre la main. Si je voulais revenir en mode fenêtré, je pourrais venir sur la gauche ici, pour accéder au menu, et ressortir du mode plein écran. Alors dans les outils que je vais rencontrer, eh bien je vais avoir la possibilité d'envoyer contrôle échappe. Donc contrôle échappe va permettre d'envoyer la touche Windows. Je vais également pouvoir envoyer contrôle alt supprime si je le souhaite à distance. Voilà, je suis en train de faire un contrôle alt supprime à distance. Je peux également faire des combinaisons touches Windows, contrôle alt shift plus une autre touche et cliquer sur envoyer pour faire ce raccourci. Donc vous voyez que je peux faire pas mal de choses. J'ai ici la possibilité aussi de désactiver la souris et le clavier. Donc si je fais ça, eh bien je ne suis qu'en observation et je ne peux plus bouger
les éléments sur l'écran distant. Ça me permet d'éviter de faire une bêtise. Je peux bien sûr réactiver les choses pour pouvoir continuer de prendre le contrôle. J'ai également le son qui est activé, c'est-à-dire que si j'ai de la musique ou du son qui est joué sur l'ordinateur distant, eh bien je l'entendrai localement dans mon navigateur. Si au contraire je ne veux pas être perturbé par ça, je peux également désactiver le son. S'il y a plusieurs écrans, je peux choisir quel écran je veux voir. S'il y a l'écran 1, l'écran 2, l'écran 3 éventuellement, je peux choisir l'écran. Et je peux également jouer sur la qualité. Et je peux également jouer sur la façon dont les choses sont affichées. Ici, je suis ajusté à l'écran, mais je pourrais décider d'être à 100%, d'être à 75%, 200% pour le zoom. Ici, ajusté à l'écran, c'est ce qu'il y a de plus confortable, et c'est l'option par défaut. Donc voilà ce que je peux faire déjà pour piloter les choses à distance avec l'écran. Alors notez également que pendant que je suis en train de piloter sur l'écran, eh bien j'ai ici, en plus de la roue crantée, une icône d'écran qui apparaît sur l'ordinateur distant qui permet que la personne à distance sache que je suis en train de regarder son écran. Voilà ce que je peux faire déjà avec l'écran. Très bien, donc je vais ressortir de l'affichage de l'écran. J'ai d'autres options ici qui me permettent d'avoir accès aux fichiers et aux dossiers. Par exemple, je peux aller explorer complètement les fichiers et les dossiers. Alors notez que je peux revenir à n'importe quel moment à ce menu et je peux avoir à la fois la prise de contrôle de l'écran et les fichiers et dossiers ouverts et je peux me balader de l'un à l'autre sans aucune difficulté. Donc là ici je n'ai plus besoin de l'écran, je referme juste l'écran. Si je voulais accéder aux fichiers et aux dossiers de la machine distante, eh bien je pourrais le faire ici en utilisant l'explorateur qui est présent ici. Donc c'est user David par exemple. Je vais me rendre sur desktop. Hop, ici je suis sur le bureau de la personne à distance. Alors pour que ce soit bien visible, je vais ici mettre cette fenêtre d'un côté et je vais mettre l'autre fenêtre de l'autre côté. Donc ici, je suis en train d'afficher le contenu du bureau. Je vais réduire ici cette fenêtre. Si je voulais créer un dossier, eh bien je pourrais le faire. Clic droit, nouveau dossier. Je vais l'appeler test, par exemple. Je confirme. Et j'ai bien ce dossier test qui apparaît sur le bureau distant. Si maintenant, j'ouvre ici sur la machine distante le dossier, je peux même imaginer de créer un nouveau document texte que j'appellerai coucou. Voilà. Et je vais éditer ce document texte par exemple pour y mettre coucou, je suis sur le PC distant. Voilà. J'enregistre ce fichier, hop, je peux le refermer. Et bien ici, si j'ouvre le dossier test, je vois le fichier coucou, je peux venir le récupérer dans ma machine ici à distance en téléchargeant ce fichier. Donc j'ai téléchargé coucou.txt, je vais l'éditer ici sur Linux avec mon éditeur sur Linux, mais je pourrais tout à fait, voilà, peu importe, utiliser n'importe quel type de fichier. Alors là c'était un fichier texte, alors je vais retourner dans mon explorateur de fichiers ici, hop, dans mes téléchargements, voilà, je vais avoir ce fichier coucou que je peux tout à fait ouvrir et éditer, et ici j'ajoute du texte, voilà, j'ajoute du texte, je modifie le fichier, et maintenant ce que j'aimerais c'est le renvoyer vers l'ordinateur de l'autre côté. Et bien pour ce faire, je retourne ici, et cette fois-ci, je vais actualiser ce dossier, je vais venir me mettre dessus, et je vais décider de l'envoyer vers le dossier distant. Alors soit je fais glisser le fichier, soit je clique ici, voilà, et je vais retourner dans mes téléchargements pour chercher ce fichier-là, ouvrir, et c'est ce fichier que je vais envoyer, je clique envoi, il existe déjà, je veux le remplacer, je vais dire oui, voilà, et à présent, j'ai eu le petit pourcentage qui s'est affiché ici, qui m'indique que le transfert c'est terminé, voilà. Et maintenant, si j'ouvre le fichier de l'autre côté, vous voyez que j'ai bien récupéré la version avec du texte modifié. Donc voilà ce qu'on peut faire, déjà, pour ce transfert de fichier. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si je reviens maintenant sur mon menu, je peux également ouvrir un éditeur de texte pour simplement prendre des notes. Je peux montrer le journal des connexions, des transferts. Ça, ici, je vais pas forcément avoir grand-chose parce que je suis sur une session ponctuelle, mais on va voir un peu plus loin qu'il est possible de faire autrement. Je peux accéder aux ressources de la machine distante, voir quelle est la version du système d'exploitation, le CPU, voir l'usage du CPU, de la mémoire, des disques durs avec les différentes partitions. Donc ça, c'est intéressant. Je peux également accéder à la liste des tâches. Alors si je me mets là, eh bien c'est comme l'explorateur, comme le gestionnaire de tâches, je peux voir quels sont les différents programmes en cours de fonctionnement. Et je pourrais ici, par exemple, décider d'arrêter une tâche en cliquant dessus et en appuyant sur le petit bouton stop ici pour tuer une tâche. Donc si je voulais fermer Chrome, eh bien je pourrais me mettre là et forcer la fermeture de Chrome. Alors ce n'est pas un arrêt normal, c'est un arrêt d'urgence, mais c'est toujours possible si je suis en train de dépanner
à distance la machine et que quelque chose ne fonctionne pas comme ça devrait, je peux tenter d'arrêter une tâche qui ne fonctionnerait pas comme elle devrait. J'ai également accès à la liste des services, savoir s'ils sont arrêtés ou en cours de fonctionnement, donc les services Windows. Je peux démarrer un service ou arrêter un service. Donc je peux réactualiser ici la liste pour vérifier si quelque chose a changé. Ici par exemple je peux décider d'aller dans la liste des services, pourquoi pas, si je voulais arrêter ici Windows Search, la recherche, l'indexation de Windows, eh bien je pourrais décider ici de l'arrêter. Voilà, tenter d'arrêter le service à distance. Donc je patiente le temps que ça se fasse. Bon là apparemment ça n'a pas fonctionné pour ce service-là, mais je pourrais le faire pour d'autres services. En tout cas, ça permet quand même de tenter de faire des choses à distance. Alors là, apparemment, si ça y est, ça s'est arrêté. Donc le service est arrêté. Si je voulais le relancer, je pourrais recliquer sur démarrer et ça relance le service. Donc ça marche très très bien quand je suis en train de piloter un ordinateur Windows. Alors il y a des petits messages d'erreur qui peuvent apparaître, peut-être un bug passager, mais ça ce n'est pas forcément très grave. Sachant que ce logiciel est open source, il va être très certainement corrigé très très rapidement et je devrais avoir quelque chose qui refonctionne. Mais là, en tout cas, les services sont bien arrêtés ou relancés, ça ne pose pas de grosses difficultés. Donc voilà pour les usages que je peux faire ici. Je peux également avoir une invite de commande et donc ouvrir un terminal à distance pour aller là encore explorer les choses. Donc dire voilà, je peux lister le contenu, je peux faire un CD user, voilà, CD, je crois que c'est David, hop, voilà, sur ce PC là, je peux faire un dire pour voir ce qu'il y a dedans, je peux faire également CD desktop, hop, très bien, donc dire à nouveau, et je peux lister les choses qui sont présentes sur place, je peux déplacer des choses, copier des choses, supprimer des choses, bref, je suis dans un terminal, en tout cas dans l'invite de commande, ici sur mon ordinateur Windows. Donc je peux comme ça ouvrir une ligne de commande et taper des choses si je veux le faire à distance sur un terminal. Donc je peux refermer ici, je pourrais même avoir plusieurs terminaux ouverts en même temps, alors je l'ai pas fait forcément ici, mais si je voulais un terminal différent, j'en aurais un deuxième, un troisième, donc je peux avoir plusieurs invites de commande ouvertes en même temps. Ici, je vais simplement refermer. Donc voilà pour ce qu'on peut faire à distance sur un ordinateur Windows. Je vous propose de faire la même manipulation avec un ordinateur Linux cette fois-ci. Donc je vais me déconnecter complètement de cette machine. Voilà, je ne serai plus connecté à distance. Je vais sur cet ordinateur refermer ici ce dossier, retourner dans l'icône de DW Agent, et je peux également fermer le programme DW Agent. Donc une fois que j'ai fermé DW Agent, eh bien je ne peux plus me connecter à distance, ce qui semble plutôt logique. Très bien, donc à présent, je vous propose de faire l'opération inverse. Je vais sur ma machine Linux, ici, me mettre en plein écran, je vais retourner sur dwservice.net, et je vais télécharger, ici, l'application pour Linux. Donc je télécharge, je coche bien entendu la même case que tout à l'heure, je clique télécharger, le fichier se télécharge, voilà, il est terminé déjà, donc il se met là aussi dans le dossier téléchargement. Ici, il s'agit d'un fichier script, je vais venir cliquer avec le bouton droit propriété et je vais venir dans permission pour le rendre exécutable ici. Une fois que je l'ai rendu exécutable, je n'ai plus qu'à double-cliquer sur ce script et je peux le lancer comme ça. Et j'ai maintenant le même écran qui apparaît pour choisir d'installer ou d'exécuter. Donc là aussi je vais exécuter, je vais cliquer sur suivant. Donc je laisse ici l'ouverture de session se faire et là encore j'ai un identifiant et un mot de passe. Et donc comme tout à l'heure, eh bien je vais passer sur l'écran d'à côté, sur Windows, je vais revenir sur l'écran ici, et je vais, comme tout à l'heure, sur l'écran principal de DW Service, cliquer sur identifiant, et cette fois-ci c'est côté Windows que je vais prendre la main sur la machine Linux. Donc ici je vais mettre le numéro utilisateur, donc 859, 893, 573, alors je n'ai pas tapé, pourquoi? Parce que j'étais pas au bon endroit et que le verrouillage du pavé numérique n'était pas fait, autant pour moi, je recommence. 859, 893, 573, hop, ici, et 23. Donc je rentre l'identifiant sans les tirets, je peux même mettre les tirets ou non, ça n'a pas une grande importance. Je coche la case ici et je vais taper le mot de passe, donc que la personne qui est sur Linux va me donner. Donc 98, 80, voilà, on est parti, je clique sur suivant. Comme tout à l'heure, il me propose d'enregistrer, je n'ai pas besoin. Ici, j'ai une indication que quelqu'un tente de se connecter. Alors là, ici, il faudrait que je repasse en plein écran, voilà. Donc j'ai bien l'adresse IP qui se met là, je vais accepter cette information. Et à partir de là, je vois que quelqu'un est connecté à moi. Alors comme tout à l'heure, eh bien, je vais pouvoir
Donc ici, on va mettre ma fenêtre sur le côté, hop, ici, voilà. Et donc comme tout à l'heure, j'ai accès maintenant à toutes les options. Donc je peux explorer les fichiers ou dossiers. Donc là ici, je vais me balader dans l'ordinateur Linux. Je peux aller dans le dossier Home par exemple. Je peux aller sur David. Alors j'ai pas la permission pour David, évidemment, parce que je suis pas sur la session David, je suis sur OrdiRépar. Donc je peux accéder au dossier personnel ici, au dossier config par exemple. Je pourrais aller chercher les différents fichiers de configuration pour certains programmes, remonter d'un cran. Je peux bien entendu aller dans la racine du système et me balader dans ETC par exemple, ou aller me balader sur d'autres dossiers. Donc voilà, je peux vraiment me balader dans les fichiers comme tout à l'heure. Je peux évidemment prendre la main sur l'écran, et c'est quand même quelque chose d'assez pratique. Donc si je prends la main sur l'écran, eh bien comme pour Windows, je vais voir l'écran à distance, et je vais pouvoir le piloter comme si j'étais assis devant. Donc je vais avoir bien entendu sensiblement les mêmes options, à la différence que je n'ai pas les combinaisons de touches Windows, puisque ce n'est pas forcément pertinent dans ce cas-là. Donc je me remets ici en grand, et je vais remettre mon Windows ici en grand également, pour que vous voyez que j'ai bien un affichage qui se fait, que je peux mettre également en plein écran. Alors je peux envoyer des raccourcis clavier, je peux couper le son ou le mettre, bon s'il y en a. Là j'ai pas de son, j'ai plusieurs écrans possibles, j'ai la qualité, j'ai l'ajustement à l'écran, bref, toutes ces choses-là, exactement comme tout à l'heure. Alors, petite chose que je n'ai pas expliqué, c'est le copier-coller, parce que il est un peu particulier. Alors je vais le faire maintenant. Si je voulais copier quelque chose, eh bien, supposons que j'ouvre maintenant ce fichier coucou qui est sur le bureau, à distance, je souhaiterais copier localement ces informations-là. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir sélectionner le texte et venir cliquer ici sur copier. Donc ici, je vais copier du texte et je vais l'avoir ici. Et en cliquant sur copie, eh bien, je copie le texte réellement à distance. Je ne peux pas faire un simple raccourci CTRL-C par exemple. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Le presse-papier de la machine à distance n'est pas partagé avec moi directement. Ici, j'ai copié quelque chose et si je vais maintenant de l'autre côté sur l'autre ordinateur, eh bien, si je souhaite le coller, je peux le faire. Mais pour ça, il faudra que j'aille utiliser une autre option de ma prise de contrôle qui est le bouton d'à côté, coller du texte à distance. Ici, je vais écrire ou coller des choses à distance. Par exemple, je vais recoller ce que j'ai copié et je clique sur coller. Et ça fait l'opération de coller à distance comme un CTRL-V. Je ne peux pas directement faire CTRL-C ou CTRL-V. Il faut que je copie à distance ou que je colle à distance avec ces options-là. C'est un petit peu pénible par rapport à d'autres outils comme TeamViewer ou Logmein ou d'autres, mais c'est une solution qui fonctionne et donc pourquoi pas utiliser celle-là ici. Une fois qu'on a compris le principe, finalement, on s'y fait assez bien. Donc voilà ce que je peux faire comme ça à distance. Pour l'écran, donc je vais ici arrêter de contrôler l'écran. J'ai, comme tout à l'heure, un éditeur de texte qui va me permettre de prendre des notes. Bon, ça c'est très bien. J'ai la possibilité de voir le journal. Donc ça, pour l'instant, je peux pas le voir, mais sur une installation un peu plus pérenne, je pourrais le faire. Je peux accéder aux ressources à distance. Donc là, je vois que je suis bien sur un Linux. Je vois la version ici du noyau, je vois la machine, j'ai accès au disque et partition, j'ai accès à la mémoire, au CPU, donc bref, j'ai quand même des informations. Pour les tâches, eh bien là aussi, je vois les tâches en cours de fonctionnement à distance, donc je pourrais décider ici d'arrêter une tâche, de tuer un processus, voilà, par exemple. Si je me mets dessus et que je clique sur arrêter ou tuer, eh bien je peux tuer un processus à distance. Pour les services, eh bien là aussi, j'ai accès aux différents services en cours de fonctionnement dans mon Linux à distance et je peux comme ça aussi arrêter ou relancer certains services. Donc là ici je ne vais pas forcément m'attarder sur ces services-là, je ne vais pas forcément le faire ici, mais c'est le même principe que ce qu'on a vu tout à l'heure pour Windows. Ici, je vais également avoir accès à une invite de commande et donc à un terminal. Et là je suis sur un terminal, donc ici, qui fonctionne parfaitement bien. Je peux tout utiliser à distance, exactement comme je le ferais si j'étais sur un terminal local. Donc il y a plein d'opérations de maintenance que je vais pouvoir faire comme ça sans forcément avoir besoin d'interface graphique. Donc je peux le faire et ça sera très pratique. Donc ici je vais me déconnecter, je n'ai plus besoin de prendre la main à distance. On va ressortir de cet affichage, je vais me remettre ici comme ça, voilà. Je ne veux pas forcément enregistrer ce fichier là, donc j'ai modifié l'ordre. Alors j'étais sur Windows à droite et Linux à gauche tout à l'heure, et bien là je suis sur un ordre inverse, mais peu importe. Voilà, ici, je vais laisser la session se refermer.
Voilà, je vais laisser l'affichage se faire comme ça. Et je vous propose de voir une dernière possibilité. Je vous ai dit qu'il était possible donc de prendre la main ponctuellement de cette manière-là, mais il est également possible de le faire de manière un peu plus pérenne. Donc si je vais ici sur DW Service, je vais pouvoir, sur la partie identifiant, m'identifier et créer un compte et m'inscrire pour pouvoir utiliser ce logiciel-là en installant sur différentes machines cette prise de contrôle. Par exemple ici, je vais faire inscrivez-vous, puisque je n'ai pas encore de compte. Alors, je voudrais le faire pour cette démonstration. Je vais ici rentrer un compte. Donc je vais mettre ici ce compte-là. Voilà. Je coche la case pour dire que je ne suis pas un robot. Très bien. Je suis en français, France, c'est parfait. Je clique suivant. Et je vais choisir un mot de passe. Alors ici, je vais mettre un mot de passe assez fort. Alors attendez, je recommence. Hop, pardon. Voilà, on va mettre un mot de passe ici. Donc c'est parfait. Je coche la case qui dit que j'ai lu la politique de confidentialité. Je clique sur suivant. Donc je ne vais pas enregistrer ce mot de passe là. J'ai reçu un email que je vais aller ouvrir pour récupérer simplement le code qu'on m'a envoyé. Donc ça, je vais le faire ici depuis mon téléphone. Je vais comme ça aller plus vite là-dessus. Donc le code ici, je vais le retaper. Tac. Ok, je clique sur suivant. C'est maintenant terminé. Et à présent, lorsque je vais vouloir me connecter, eh bien, je vais pouvoir remettre cet identifiant et le mot de passe que j'ai choisi. Je vais donc venir ici, je vais taper mon identifiant. Je clique suivant. Je tape le mot de passe que j'ai choisi. Voilà. Si je souhaite faire de cet appareil un appareil de confiance et donc que je n'ai pas besoin de retaper le mot de passe, je peux également cocher la case appareil de confiance. Et ici, je vais dire oui parce que je veux continuer. Cet appareil est un appareil de confiance et je n'aurai pas besoin de taper mon mot de passe à chaque fois. Je clique sur suivant. Donc le mot de passe pourrait être enregistré. Et cette fois-ci, il y a un petit écran supplémentaire. Je peux gérer mon compte, bien entendu. Je peux gérer des contacts, des groupes, analyser les événements, gérer des partages. Mais surtout, ce qui va m'intéresser, ce sont les agents. Les agents vont être les machines auxquelles je peux me connecter. Alors, ici, je suis sur Windows. J'aimerais maintenant refaire l'installation, mais me mettre sur ma machine Linux pour créer un identifiant stable et fiable que je puisse réutiliser sur cette machine Linux. Alors, je vais retourner dans mon explorateur ici. Je vais retourner dans le dossier de téléchargement. Je relance DW Agent. Je vais le lancer ici. Et on fera la même chose tout à l'heure juste après, avec Windows. Donc, je vais ici installer pour Linux, et cette fois-ci, il faut que j'ai les droits d'administration, il faut que je redémarre en tant qu'administrateur. Donc je recommence en cliquant avec le bouton droit, je vais venir ici dans les propriétés. Est-ce que je peux l'ouvrir? Donc ici, non, je vais pas le faire comme ça va être plus simple. Je vais venir ouvrir un terminal à cet endroit-là, et je vais lancer donc le script qui est DW Agent, mais je vais le faire avec un sudo de façon à pouvoir avoir les droits d'administration. Voilà, donc je le lance comme ça. Il est donc maintenant lancé, je vais l'installer. Voilà, je clique sur suivant. Je le laisse se mettre dans User Share DW Agent, ça me va très bien. Je veux l'installer là-dedans, je dis oui. Voilà, je laisse l'installation se faire. Et ensuite, on va arriver sur une étape qui va être cruciale, c'est l'étape où je vais rattacher cette session à mon compte que j'ai créé de l'autre côté. Donc ici, je laisse le moniteur s'installer, voilà. Je peux soit créer un nouvel agent et rentrer mes identifiants, soit entrer un code d'installation. Ici, je vais utiliser l'option du code d'installation. Donc si je crée le code d'installation, eh bien côté prise de contrôle, je vais venir sur le petit plus. Je vais appeler cet ordinateur donc ordi répare Linux Mint, voilà par exemple. Je confirme et j'ai maintenant un identifiant ici. Et cet identifiant, je vais venir l'entrer de l'autre côté. Donc ici, je rentre le code. Donc, le voici. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de tirer là non plus. Je clique sur suivant. Le code est donc en cours de vérification. L'installation est terminée. Je peux maintenant refermer cette installation. Et j'ai maintenant, ici, l'icône de DW Agent qui apparaît dans la barre des tâches de mon Linux Mint. Et je peux cliquer dessus pour voir dans quel état il est. Je peux le désactiver si je ne souhaite pas qu'on prenne le contrôle.
je vais le laisser ici actif. Pour l'instant, je vais refermer tout ça. Et lorsque je vais venir dans la liste de tous les agents, eh bien, je vois que j'ai OrdiRepar Linux Mint qui est disponible en ce moment. Si je désactive ou si j'éteins cet ordinateur, vous allez voir que l'affichage va être légèrement différent. Donc ici, je suis marqué non connecté. Si j'actualise maintenant la liste, eh bien, je ne suis plus en ligne, je suis indisponible. Alors, réactivons-le. Oui. Voilà. Donc, je vais être à nouveau disponible. Alors, ça va s'activer ici. Voilà. Donc, c'est bon. Il est actif. Je réactualise ici. Et je peux maintenant cliquer sur cet utilisateur et je retrouve le même affichage que tout à l'heure. Et donc, je vais pouvoir, bien entendu, me connecter dessus, prendre la main avec l'écran, ouvrir un terminal, accéder aux fichiers et aux dossiers. Donc là, je l'ai fait dans le sens Windows vers Linux. Je vois également que la session est active et que j'ai une capture d'écran active. Donc vous voyez que je peux comme ça piloter les choses. Ça fonctionne parfaitement. Lorsque j'ai terminé, eh bien, je peux me déconnecter ici. Le journal va peut-être me permettre ici d'avoir plus d'indications. Je peux ouvrir un journal, par exemple, à distance pour aller explorer des choses. Donc si je vais, par exemple, ici, à distance dans un var log et que je prends, admettons, boot log, ouvrir, je peux comme ça tenter de voir les choses qui se passent à distance. Alors là, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment pratique. Bon, ici, je ne vais pas forcément m'en servir comme ça. Je vais me déconnecter à distance, voilà, je n'ai plus besoin de prendre la main, je ne suis plus maintenant en ligne. Je pourrais me connecter à un autre appareil si j'avais un autre appareil ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant me déconnecter complètement de DW Agent, de DW Service, pardon, et je vais, ici, vous voyez que j'ai la possibilité de me reconnecter à n'importe quel moment, simplement en cliquant dessus, sans avoir besoin de retaper mon mot de passe dans ce navigateur. Alors, je vais refermer ici, et je vais faire exactement la même chose, mais de l'autre côté, dans l'autre sens. Je referme ici, je referme mon terminal ici, voilà, je peux refermer tout ça. Je vais retourner, donc, ici, dans mes téléchargements sur Windows pour lancer DW Agent. Hop, je vais marquer installer cette fois-ci. Suivant. Oui. Et je vous propose de voir l'autre façon d'installer. Donc ici, je vais dire oui pour le dossier, très bien. Plutôt que de générer le code à l'avance dans l'interface de DW Agent, eh bien je pourrais ici directement faire l'installation par un autre chemin, qui est l'autre option qu'on n'a pas utilisé tout à l'heure, mais qu'on va utiliser maintenant. Donc, le service est en cours de démarrage, le moniteur démarre, voilà. Encore quelques instants. Voilà. Ici, plutôt que d'entrer un code d'installation, eh bien, je vais dire que je veux créer un nouvel agent. Je clique sur suivant. L'utilisateur, eh bien, c'est l'adresse mail du compte que j'ai créé. Hop, je rentre donc mon adresse mail. Je tape le mot de passe d'installation, donc le mot de passe du compte que j'ai créé chez DW Service. Et je vais donner un nom à cet agent et je vais l'appeler OrdiRepar Windows 11. Voilà, par exemple. Je clique suivant. Donc la création de l'agent est en cours. Et pour vérifier que ça fonctionne, alors nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect, je me suis peut-être trompé sur quelque chose, je vais réentrer les données. Je vais vérifier ça tout de suite. Hop. Hop. Est-ce que les chiffres sont bien activés? Oui, a priori. Ok. Bon, apparemment, ça n'a pas l'air de fonctionner comme je le veux. Alors, tant pis pour cette présentation-là. J'ai l'impression qu'il ne prend pas mon mot de passe, ce qui est assez surprenant. Mais écoutez, qu'à cela ne tienne, je vais revenir en arrière et on va le faire par l'autre méthode. Normalement, on doit pouvoir, et c'est étrange que je ne puisse pas le faire. Mais, vous savez comment ça se passe, lorsqu'on fait une démonstration, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc ici, je vais remettre dwservice.net. Donc je vous invite à réessayer de votre côté, hein, si vous voulez faire le test. Ici, qu'à cela ne tienne, je vais me connecter donc avec mon adresse mail. Hop. Hop. Alors évidemment, sans l'astérisque, ça sera mieux. Pardon. Hop, suivant. Et je vais taper le mot de passe. Voilà. Ce qui va me permettre de faire également de cet appareil un appareil de confiance. Suivant. Voilà. Et donc maintenant, dans les agents, eh bien, je vais pouvoir créer un nouvel agent que je vais appeler donc OrdiRepar Windows 11.
Voilà, confirmé. Et grâce à cet identifiant, eh bien, je vais venir ici entrer le code d'installation. Et ce code d'installation, ce sera le 521. Hop, on va le mettre ici. Voilà, je clique suivant. Le code est vérifié. Et dans quelques secondes, eh bien, voilà, l'installation est terminée. Je peux fermer ça. Lorsque je vais actualiser ici, eh bien, je n'ai plus rien à installer. Je vais venir sur tous et je retrouve maintenant mon ordinateur Linux et mon ordinateur Windows 11. Et si je clique sur Windows 11, eh bien, je vais pouvoir me connecter à distance, prendre la main avec l'écran et donc faire les différentes opérations comme j'ai pu faire tout à l'heure, mais sans être forcément connecté. Donc avec ça, j'ai également côté Windows ici dans ma barre de tâches et dans ma zone de notification l'icône de DW Agent qui apparaît. Donc vous voyez que je peux comme ça piloter maintenant à distance, très bien. Et comme pour Linux Mint, eh bien si je clique sur cette icône de DW Agent dans la barre des tâches, je peux voir qui est connecté, enfin en tout cas combien de sections sont actives. Je peux désactiver l'outil, je peux aller le configurer, je peux mettre un accès sans surveillance oui ou non, ou désinstaller complètement, bien entendu, ce moniteur. Donc là, je vais refermer simplement les choses. Je n'ai pas besoin de le faire ici. Je vais pouvoir refermer cette fenêtre de ce côté-là. Et je pourrais, bien entendu, piloter ici cet appareil comme je le souhaite. Je vais refermer ici donc ma connexion à DW Service. Et vous voyez que maintenant, là aussi, je n'ai plus qu'à recliquer sur cette option-là. Donc si je retourne sur l'accueil, hop, ici, quand je vais arriver, je vais faire identifiant. Et je vais pouvoir simplement cliquer ici, puisque j'ai fait de cet appareil un appareil de confiance. Je peux me connecter à distance. Petite chose supplémentaire que je voulais vous dire, c'est qu'il est possible également de configurer l'accès par double authentification. Donc si vous avez peur éventuellement que votre compte soit piraté et qu'il y ait un problème, vous pouvez bien entendu mettre ici l'authentification à deux facteurs en cliquant sur activer. Vous pouvez choisir le type d'authentification à deux facteurs et activer cette option-là. Par exemple, si j'active l'authentification par email, eh bien, je vais devoir retaper le code ici, activé avec un code qui m'est envoyé par mail. Donc, ici, je vais le faire. Donc, hop. Donc, ce code-là va être... Voilà, je vais cliquer sur activer. Et maintenant, je sais que j'ai une authentification à deux facteurs qui se fait par mail. Donc même si je retape le bon mot de passe, ou si quelqu'un trouve mon mot de passe, eh bien je vais dans tous les cas recevoir un email avec un code qu'il faudra retaper. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien je peux, si je reçois ce message-là en tout cas et que c'est pas moi qui ai fait la demande, eh bien je sais que quelqu'un est en train d'essayer de me pirater. Par ailleurs, ici, je vois les appareils utilisés et je peux supprimer les connexions autorisées sur ces appareils-là pour faire en sorte qu'ils ne soient plus considérés comme des machines de confiance. Donc c'est plutôt rassurant. J'ai aussi ces histoires d'abonnement. Alors il y a des options payantes, mais comme vous le voyez, j'ai pas vraiment de raison de faire ça. Et a priori, je n'ai pas rencontré pour le moment de vraies raisons qui me donnent l'envie ou besoin d'aller utiliser ces options payantes. Je peux également voir des choses pour la traduction. Voilà, mais ici, ça sort un petit peu du cadre de ce que je voulais vous montrer. Très bien. Ici, on peut refermer tout ça. Je vais me déconnecter. Voilà. Et si maintenant je souhaite me connecter à nouveau, j'ai fait de cet appareil un appareil de confiance, donc je n'ai pas besoin de retaper le code. Mais si, bien entendu, je faisais de cet appareil autre chose qu'un appareil de confiance, si je le supprime d'ici, voilà. Si maintenant je tente de me reconnecter, hop. Voilà, à présent, j'aurai besoin de taper donc le mot de passe. Voilà. Et évidemment, puisque j'ai activé l'authentification à deux facteurs, eh bien, je reçois un code sur ma boîte mail qui va me permettre ensuite de me connecter ici à cet écran. Ici, je vais simplement annuler, je vais refermer puisque je n'ai pas forcément besoin d'aller beaucoup plus loin dans cette démonstration. Je pense que l'usage maintenant est assez clair. Je vais remettre simplement les écrans comme ils étaient tout à l'heure, donc chacun de son côté. Et je vous propose de revenir donc face caméra pour une petite conclusion. Donc voilà, DW Service va nous permettre de faire finalement à peu près tout ce qu'on fait avec TeamViewer, avec LogMeIn ou AnyDesk, prendre la main à distance, envoyer ou recevoir des fichiers, faire du copier-coller à distance, mais on va
aussi pouvoir analyser le processeur, la quantité de mémoire, l'état du disque dur, arrêter des services, relancer des services, tuer un processus ou enfin arrêter une tâche. Bref, c'est extrêmement pratique comme outil, il est gratuit, bien qu'il y ait des choses qu'on puisse prendre pour avoir des options payantes, il n'y a absolument aucune obligation de le faire, il n'y a pas de limite dans le nombre de postes qu'on peut connecter et dans la durée de la connexion. Ce qui va être peut-être limité et ce qui est proposé dans les offres payantes, c'est plutôt le débit, la qualité d'affichage, parce qu'effectivement, bien sûr, on peut se retrouver avec un affichage qui n'est pas forcément extrêmement joli, mais enfin, quand on est en train de dépanner quelqu'un, c'est pas nécessairement l'esthétique qui est la plus importante, c'est vraiment la possibilité de lire à distance ce qui se fait et d'activer les bonnes options. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette démonstration vous aura plu, que ce logiciel vous servira et qu'il vous aidera, en tout cas à utiliser gratuitement de la prise de contrôle à distance. Si vous avez des commentaires à faire sur cet outil, ou même si vous voulez faire d'autres commentaires, n'hésitez pas à le faire dans la zone de commentaires. Vous pouvez également laisser un pouce si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne Ordi Répare. En attendant, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.